Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission quotidienne ou semi-quotidienne même, direct à votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine économique, politique ou même dans d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur un dossier tout à fait important, un dossier qui est tout à fait relié ou lié même à la sécurité nationale. C'est la croissance démographique, les zones informelles, les projets nationaux dans les zones rurales. Et permettez-moi de vous dire que c'est un casse-tête. Le dossier de la croissance démographique représente un casse-tête pour tous les gouvernements, pour l'État égyptien, parce que ce dossier génère beaucoup si je peux dire, d'impact négatif sur les différents secteurs de la vie des Égyptiens. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio de NATV International M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique. Monsieur Raouf Gaafar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, aujourd'hui, bien sûr, nous allons jeter la lumière sur ces questions de vie, cette question vitale pour le peuple égyptien. Mais justement, avant ça, permettez-moi de présenter une nouvelle tout à fait importante. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibeh, et ce, en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et du chef de renseignement Abbas Kamel. Au cours de la rencontre, le président Sisi a félicité la nouvelle direction libyenne d'avoir obtenu la confiance des membres du Forum pour le dialogue politique et représentant du peuple libyen. Le chef de l'État a également souligné la volonté de l'Égypte de continuer à soutenir le peuple libyen pour achever les mécanismes de gestion de leur pays, à installer les bases de la paix et de la stabilité. Dbeibeh a de son côté exprimé son honneur de rencontrer le président Sisi et son appréciation pour les efforts sincères et efficaces déployés par l'Égypte dans les divers domaines afin de résoudre la crise libyenne au cours de la période écoulée. La réunion portait également sur l'examen des efforts libyens au cours de la période à venir pour diriger la phase de transition et des domaines de coopération, de coordination entre les deux pays. Donc, M. Raouf Gaafar, comment vous avez vu cette nouvelle? Premièrement, pour le peuple libyen, finalement, ils se sont mis d'accord et ils ont commencé la procédure envers la stabilité et la sécurité. Nous espérons bien. Et avec cette visite, nous espérons pour le peuple égyptien, pour le peuple libyen, je m'excuse, tout en comprenant que la sécurité nationale libyenne, c'est l'extension de la sécurité nationale égyptienne. Ça fait partie de la même chose et que c'est pour le bien de l'Égypte d'avoir une Libye qui soit stable et bien sécurisée. Nous espérons, nous prions pour le peuple libyen d'aller en avant, suivre la carte de route qui a été faite. Et pour moi, l'essentiel, c'est de se débarrasser de l'existence étrangère sur le territoire libyen. Ça, c'est un pas, si jamais ils peuvent le faire avant la fin de cette année, avant de commencer les élections, etc., ça sera une chose vraiment excellente. Oui, bien sûr, la stabilité et la sécurité dans les autres pays, c'est-à-dire la stabilité et la sécurité à l'intérieur de l'Égypte, absolument, dans les autres pays de la région je viens notamment. de dire que c'est la même extension de la sécurité égyptienne, les pays de voisinage, et la Libye, c'est un pays avec qui nous avons 1000 et quelques kilomètres de frontières, donc 1200 kilomètres. Exactement, et puis il y a des tribus qui vivent de ce côté et de l'autre, donc ça fait partie du même territoire. Ouais. Et la sécurité de la Libye, ça fait partie de la sécurité de l'Égypte, ça va sans dire. Ouais. C'est pour ça que ce dossier a été toujours très important, et comme je viens de dire, nous espérons bien que ça se termine bien et que les Libyens se mettent d'accord sur comment gérer leur futur. Et si jamais notre président d'ailleurs a exprimé sa complète solidarité avec le peuple libyen et que l'Égypte est toujours là pour n'importe quoi
que le peuple libyen a besoin. Oui. Donc, de retour à notre sujet d'aujourd'hui, la croissance démographique et l'impact de cette croissance démographique sur l'État et le peuple égyptien. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré mardi à Ismaïlia le complexe médical intégral ainsi que d'autres projets médicaux dont 4 hôpitaux militaires, un centre de vaccins. Le président a lancé quelques déclarations très importantes. Par exemple, la croissance démographique est une question de sécurité nationale. L'amélioration de l'état des Égyptiens est liée au volume des dépenses publiques par rapport au nombre de la population. Le président a dit que, toujours concernant la croissance démographique, si on demande au ministre de l'Éducation ce dont il a besoin, il dira qu'il a besoin de 60 000 classes, ainsi que des enseignants, des travailleurs administratifs. Selon le président, je me suis arrêté devant des mots des droits de l'homme. Ces derniers ne sont pas uniquement le volet politique. Les gens ont droit de s'exprimer. Il n'y a aucune objection à avoir une opposition politique, mais l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. L'objectif n'est pas l'opposition pour l'opposition. Et Sisi a de même renchéri que la direction accepte la présence de l'opposition, mais à condition que ceux qui s'opposent à une question quelconque sachent et comprennent ce qu'ils disent. L'État est sérieux, sincère et transparent face aux défis, a-t-il déclaré. Donc, pour commencer, juste un petit mot. Nous savons tous que l'Égypte, entre beaucoup de dossiers, vise vers la santé du peuple. Et l'assurance médicale, qui doit être d'ailleurs partout en Égypte d'ici quelques années, ça a commencé par Port Saïd, maintenant la ville, le Tour, c'est à Ismaïlia, puis Suez. Ce sont des villes qui peuvent être bien gérées sur le plan santé. Et donc c'était pour ça que le président avait inauguré le complexe médical, etc. Et donc ça, c'est une chose vraiment attendue depuis longtemps. Ouais. Nous avons vu, d'ailleurs... Nous attendons, si je peux dire, nous attendons bien sûr à concrétiser sur le terrain le slogan et les paroles de plusieurs gouvernements, de plusieurs députés en ce qui concerne les droits de l'homme. Aujourd'hui, l'État égyptien, à partir même de 2014, essaye de bâtir cet établissement ou cette construction de droits de l'homme. Il y a des priorités. Par exemple, si je peux dire, il y a toujours ce qu'on appelle « mettez-vous à la place de l'État ». Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, c'est une affaire de priorité, comme vous avez dit. Affaire de priorité. Et nous avons reçu et nous recevons et nous allons recevoir toujours des critiques de l'Occident, particulièrement à propos des droits de l'homme. En ce qui concerne ces pays, le droit de l'homme, c'est le droit de s'exprimer. Et parce qu'ils ont tout. Ouais. Mais pour nous... Permettez-moi de m'arrêter devant ça, parce que j'ai suivi en fait un stage donné par la Croix-Rouge en ce qui concerne les droits de l'homme. Justement, les gens qui ont donné cette formation, cette stage de formation plutôt, ont dit que c'est un établissement. Il y a toujours, comme vous venez de dire, il y a toujours des priorités. Pour arriver au sommet de tout ça, donc où est le droit de la sécurité, le droit de l'alimentation, le droit de l'enseignement, le droit d'une vie sûre, d'une vie décente, le droit d'emploi, le droit à manger, beaucoup de choses. C'est ça. C'est pour arriver au sommet de ça. Et en même temps, si nous allons même jeter un coup d'œil sur les pays dans la région, on va trouver qu'est-ce que se passe en Tunisie, qu'est-ce que se passe en Irak, qu'est-ce que se passe même au Liban. Et ce jeu de la démocratie, ce jeu des paroles et des slogans
Mais est-ce que vous êtes d'accord? L'Égypte est tout à fait loin de ça. Ce sont le jeu sur le terrain, les actes qui parlent. C'est ça. Vous avez parlé justement, en passant de la démocratie, mais nous voyons ce qui arrive en Amérique, par exemple. L'Amérique, c'était toujours le modèle de la démocratie. Malheureusement, ce qui est arrivé les dernières semaines et les derniers mois n'ont rien à faire avec la démocratie. Donc c'est un slogan, comme vous venez de dire. Un jeu. Un jeu. Mais pour eux, ce sont des paroles et c'est tout. Et comme vous l'avez dit, encore une fois, pour arriver au droit de s'exprimer, il faut d'abord être éduqué et avoir une bonne santé, vivre d'une manière aisée, etc., etc. D'une manière honorable, C'est ça. Une justice sociale. Toujours, par exemple, la révolte qui a été lancée à partir de janvier 2005, une grande partie, c'est la justice sociale. Nous avons, pendant l'ère de Moubarak, nous avons pu gagner beaucoup de croissance économique, mais non pas sur le terrain de développement, la distribution des fruits de cette croissance économique au niveau de la République, au niveau du peuple, n'est-ce pas? Oui, oui. Aujourd'hui, c'est tout à fait contraire. Et en plus, le peuple a été très patient durant la période des réformes économiques. Il a souffert pas mal. Et donc, il était temps qu'ils sentent que les choses changent. Et la direction est bonne pour le bien du citoyen. Et alors, la concentration, bien que tous les projets d'infrastructure, d'énergie, etc., ça continue, ça ne s'arrête pas. Oui. Mais en même temps, il commence maintenant à viser vers une vie décente du citoyen égyptien. Il doit sentir, il doit apprendre, il doit... Elle doit récolter les fruits de la croissance, absolument. les fruits de la réforme. Absolument, absolument. C'est pour ça. On doit lui fournir une éducation, bonne éducation, des hôpitaux. Un bon logement. Un logement honorable. Certainement. Parce que si on va parler de zones informelles, par exemple, ce qui s'est passé à Izbet el-Haggana, dans l'est du Caire. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a bien sûr beaucoup de zones informelles. Nous voulons parler un peu plus de ce sujet, mais justement après ce petit reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la région d'Ezbet el-Haggana au Caire pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réaménagement de cette zone. Le président était accompagné du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et des ministres du développement local, le général Mahmoud Sha'raoui, de la santé, Dr Hala Zaid, de l'éducation, Dr Tariq Shaoui, et de l'agriculture, El Saïd El Kossir. Le président a affirmé lors de sa tournée d'inspection que l'objectif de ces visites est de partager avec les gens leurs problèmes pour ne pas en parler de façon théorique uniquement. Nous parlons des moyens susceptibles de prévenir la propagation des quartiers informels en premier lieu, puis nous procéderons au traitement du problème, a expliqué le chef de l'État. Il s'agit d'ajouter, nous devons assurer les besoins des gens. Ceci veut dire que si nous imposons une valeur de location dans cette région estimée de 800 à 1000 livres, nous aurons besoin d'assurer des unités de logement et cette somme sera égale à la valeur du versement de ces unités. El-Sisi a ensuite mis l'accent sur l'importance d'élargir les rues afin qu'elles soient aptes d'assurer une vie meilleure aux habitants. Les habitants d'Ezbet el-Haggana se sont rassemblés pour réserver un accueil fort et chaleureux au président avec des salves d'applaudissements. قسما بالله انا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20 30 سنه.
هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل ابني واعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. العشوائيات هي تعيشها أكثر من 40,000. يعايرونا بفقرنا بس انا مش هسكت. تعيش هنا، مش هنسيب اطفالنا يطلعوا كده. Donc, auparavant, chers téléspectateurs, on lance des appels, on lance des cris, on essaye de dessiner qu'il y a un rêve à réaliser en ce qui concerne ces gens de bidonville, ces gens qui vivent dans des zones informelles. Aujourd'hui, non, on ne parle plus. Ce sont les actes. Et même l'administration, la gestion se trouve sur le terrain pour discuter ce fait accompli qui doit être changé. L'autre jour, le président, il y avait une réunion chez lui au palais présidentiel. Et puis pour mieux s'exprimer, mieux expliquer son point de vue, il a pris tout le monde et ils sont allés à l'improviste pour être sur place et pour leur Les membres du gouvernement, c'est ça. C'était peut-être la moitié du gouvernement qui était là. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je diffère un tout petit peu, c'est que jadis, non, on ne se donnait même pas la peine de surveiller, on laissait faire, et ce genre de bidonville, ce genre de logement complètement informel ont commencé, ne sont pas arrêtés, certainement corruption inclus, mais en principe, nous avons vu qu'est-ce qui est arrivé. Et l'absence de l'État, l'absence de la planification de la part de l'État. Aujourd'hui, non. On dit stopper, arrêter, ça ne va pas. Il y a des critères à respecter. On va faire des réaménagements et ainsi de suite. On étudie, on planifie d'une manière scientifique. Ce n'est pas une... plus, une chose très importante, c'est qu'il y a la volonté. Oui. Avant ça, il n'y avait pas cette volonté. La volonté concrétisée. Exactement. Pour achever, pour exécuter et pour réaliser. Oui. Ça, c'est très important, surtout sur le plan politique. Oui. Parce qu'auparavant, par exemple, il y avait des films du cinéma, des séries télévisées, ainsi de suite, qui parlent de ces bidonvilles, les gens qui vivent dans la pauvreté, les gens... Et il y a toujours ceux qui, entre des guillemets, qui défendent les droits de l'homme. Aujourd'hui, non, on essaye de changer tout ça sur le terrain. Ouais. Et ce n'est pas seulement un point pour faire une sorte de show médiatique. Non, non. Non. Et puis, la critique s'arrêtait là. C'est-à-dire, on critiquait et c'est tout. Maintenant, non. Oui. On exécute, donc on démolit, on construit des logements. On démolit ces bidonvilles pour faire une nouvelle vie pour ces gens. Comme par exemple, seulement les noms. Tal al-Aerb ou le plateau des scorpions. Oui. Là-bas, c'était des zones informelles, des gens qui vivent sous la ligne de la pauvreté, comme on dit. Il y a là-bas, il y avait même un refuge pour les criminels. Absolument. À travers les films et les cinémas,
les réalisateurs ont montré comment ça représente des bombes à retardement pour l'extrémisme, pour le terrorisme, le trafic humain, les drogues, tout, Oui. c'était tout. Et on laissait. Et comme vous venez de dire, le cinéma, et les journalistes, ils écrivaient, etc. Mais ça s'arrêtait là. Et même le groupe terroriste ont essayé d'acquérir et de gagner la compassion des gens à travers le fait de montrer que ce sont des points faibles et les gens sont négligés par le gouvernement, par l'État. C'est ainsi de suite, ils peuvent recruter les gens sur le terrain. Absolument, c'est un environnement idéal pour la production de drogueurs, pour la production de fanatiques, terroristes, tout, criminels et tout. Ouais. Non, maintenant, ça change complètement. Ouais. Nous voyons même les logements nouveaux sont des logements vraiment chics, disons, respectables. Et ça, sur le plan même psychologique de l'individu égyptien, Oui. après avoir vécu... Oui, vous venez de souligner un point très important, la déformation psychologique de ces gens qui vivent dans les misères. Ils n'ont pas de plafond, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont absolument rien. Oui. Maintenant, non, ils ont des logements, des appartements, ils s'enferment le soir, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre une vie. Et à travers ce changement, les gens dans les rues, les citoyens dans les rues, sont de plus en plus conscients. Pourquoi on paye ce coût amer de la réforme économique? Parce qu'il y a les nécessiteux et les plus nécessiteux. Il y a des gens qui sont vraiment non seulement dans le besoin, mais aussi dans la misère. C'est ça. On n'oublie pas que les grands projets, méga-projets, infrastructures, etc., ça a employé, ça a présenté des chances d'emploi pour beaucoup de gens. Ouais. Et cette catégorie de gens qui ont commencé un travail, ils ont le droit d'avoir un logement qui soit parallèle à leur nouveau niveau, si je peux dire. Ouais. Et ça se réalise et on commence à sentir que ça, c'est une chose qui va en parallèle, peut-être un peu plus tard on discute, avec l'éducation, en parallèle avec la santé, etc., etc. Donc tous ces dossiers, ils vont parallèlement parce que le niveau et le style de vie doit hausser sur tous les domaines, pas simplement ici. Bien sûr, le problème de logement représente toujours un casse-tête pour les gouvernements. C'est pourquoi 500 000 unités de logement seront construites dans le cadre de l'initiative présidentielle. Un logement pour tous les Égyptiens portant sur le développement des chefs-lieux et des mégapoles des gouvernorats. On parle donc qu'il y a des gouvernorats qui ont, à côté de ces gouvernorats, par exemple, il y a les déserts, il y a, qui sont tout à fait restreints dans les deltas. Donc, il y aura des nouvelles villes à installer là-bas dans ces régions désertiques, dont, en ce qui concerne les gouvernorats qui se trouvent au sein du delta, le gouvernement cherche les terrains vides pour reconstruire, rémanager, ainsi de suite. On a déjà souffert de l'envahissement des terrains et les bâtiments qui ont été exécutés sur la terre noire, qui représente un atout très important. Et maintenant, comme vous l'avez dit, mais nous avons 96% de notre superficie désert. Donc, vaut mieux construire dans ces déserts et laisser les terres arables en paix, parce qu'on a besoin. Alors ça, c'est encore une fois, comme on a dit il y a quelques instants, les choses sont faites à base d'études et de planification à moyen terme et à long terme. On parlait justement de l'Égypte de 2030. Maintenant, 2030, c'est demain.
On Ouais. parle de 2040 et peut-être 2050. Ouais. Donc, ça, c'est Toujours une donc, chose. à cause de la croissance démographique, nous sommes toujours dans une course contre la montre dans plusieurs domaines. Justement, je dois vous présenter un reportage qui va bien sûr parler un peu plus de la troisième phase d'Al-Asmarat. Ce projet, je dois vous donner la chance pour observer. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré dimanche 12 juillet 2020 la phase 3 du projet d'Asmarat et a fait passer plusieurs messages importants et tranchants relatifs à différents secteurs et questions intéressant les citoyens. Il a à cet effet remercié le gouvernement pour avoir lancé des initiatives au service des citoyens. Les mesures rigoureuses prises par l'État pour la réforme économique ne visaient pas à rendre difficile la vie des citoyens, mais plutôt à fortifier l'économie, ce qui l'a rendu capable de rester debout durant la dernière période avec la crise du Covid-19, a souligné le président. El-Sisi a par ailleurs souligné que l'État a parachevé la construction de 250 000 logements pour les habitants des zones à haut risque, avant l'annonce de l'initiative Une vie décente. À noter que le projet d'Asmarat 3 est l'un des plus grands dont l'objectif est de développer les quartiers informels. Ce projet assure 7 440 unités de logement aux habitants de ces zones informelles. Ces appartements sont complètement équipés gratuitement de meubles et d'équipements électroménagers. Les bénéficiaires en paieront une location symbolique, 350 livres par mois, et seront les propriétaires de ces appartements. L'objectif de ce projet est d'assurer un logement alternatif et sûr aux habitants des zones à risque au gouvernorat du Caire sous la forme d'une nouvelle communauté urbaine d'installation et de services intégraux. Le fonds Tahya Masr a contribué à la fondation de la ville Vive l'Égypte dans le quartier El Asmarat à Muqattam d'un coût d'1 milliard de livres pour améliorer la vie de plus de 80 000 citoyens au sein d'une ville intégrale. Cette ville comprend 429 bâtiments qui abritent 18 000 unités résidentielles, 281 unités commerciales et des dizaines de zones de services et de divertissement, en plus de la ville des jeunes à El Asmarat, créée en vertu d'un partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un projet vraiment... Donc, votre commentaire? Oui, oui, c'est-à-dire Asmarat 1, 2 et maintenant 3, invraisemblable, vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas croire que ce genre de projet s'exécute dans ce temps record. Et justement, c'est pour donner aux citoyens la possibilité de vivre une vie beaucoup mieux que la vie qu'ils menaient avant ça. Et il transforme tout, c'est-à-dire sa famille va changer et puis peut-être sa logique va changer. Et ça, nous allons voir des implications, des impacts d'ici quelques années. Oui. C'est parce que quand vous vivez... Ce que en fait me fait rire, c'est que je crois que cette administration actuelle de l'Égypte donne des leçons sur le terrain en ce qui concerne qu'est-ce que ça veut dire le droit de l'homme. Ce n'est pas seulement blablabla, parler, c'est plutôt le jeu sur le terrain. Changer les mauvaises réalités, changer les faits accomplis, accumulés au cours de longues années. Et ça va changer les habitudes des gens. Parce que même comment ces zones informelles ont été créées, c'est à cause du manque de la planification socio-économique. Aujourd'hui, si on va jeter un coup d'œil sur le plan égyptien, il y a toujours une sorte de redistribution des activités économiques dans toutes les parties de l'Égypte, n'est-ce pas? Oui,
Nous avons d'ailleurs vu des projets qui prennent lieu dans les gouvernorats les plus pauvres, surtout en Haute-Égypte. Et nous avons vu dans le Sinaï même. Bien, certainement. Nous avons vu comment l'immigration des villages aux grandes villes ont détérioré la situation urbaine. Maintenant, on recommence. On essaye d'attirer les gens qui ont quitté de nouveau chez eux en leur offrant des possibilités de travail, des possibilités on essaye d'arrêter les migrations vers le Caire, vers le Caire, vers l'Alexandrie, le Gizeh. Les grandes villes, c'est ça. On leur établit des nouvelles communautés et en leur donnant les mêmes conditions qu'ils trouvent dans les grandes villes chez eux. Et ça, c'est une chose très importante. On va arriver à ce sujet dans notre prochain reportage, mais justement, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté samedi dernier l'état d'avancement des travaux de réaménagement de la zone historique de Magra al-Ayoun et du lac d'Ain as-Sira, qui se trouve toujours dans le Vieux-Caire. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan de modernisation du Caire historique, du réaménagement des zones informelles. Le Premier ministre était accompagné par un nombre, bien sûr, de responsables. Et si je peux dire, Dr Madbouli a réaffirmé lors de la tournée le fait que ces différents projets sont inclus dans la stratégie adoptée par l'État pour sauvegarder l'aspect des zones historiques, les moderniser pour leur donner leur aspect d'antan. Il a de même mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures préventives pour assurer l'indignité des ouvriers et des ingénieurs travaillant sur le chantier. Donc, raviver, redorer l'image de ça, c'est encore un dossier qui s'ouvre en plein, c'est-à-dire restaurer les monuments, l'ancien Caire, Fatimide, etc. Ce sont des choses qui vont avec la civilisation, avec l'éducation, avec le développement. Donc on commence à comprendre notre histoire et comment il faut vraiment admirer cette histoire. Ça donne même, si je peux dire, ça donne même des opportunités d'investissement, des opportunités pour le tourisme, des opportunités d'emploi. Absolument, absolument. Mais le fait que le peuple est conscient de son histoire, ça c'est une chose vraiment très, très importante. Ça me tire vers, par exemple, un pays comme le Japon. Vous savez bien que le Japon a signé un accord avec l'Égypte, 270 millions. Et si vous voyez les domaines qui sont inclus dans cet accord, vous allez trouver les antiquités inclus, la culture inclus. Donc, vous voyez, ça c'est un peuple très civilisé, le Japon. Et quand il aide un peuple, il ne l'aide pas n'importe comment. Il sait que nous sommes sur la bonne voie, alors il vaut mieux nous aider dans les domaines qui augmentent notre intellectualité et ça. Donc, étant conscient de notre histoire, ça c'est une chose, personnellement, qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que le plus qu'on fait ça, le mieux qu'on montre à tout le monde que nous sommes aussi civilisés qu'eux. Oui. En fait, le gouvernement égyptien a beaucoup investi au cours des dernières années dans la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement durable. C'était l'une des affirmations faites au cours de ces derniers jours par la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj. Conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, le gouvernement égyptien traite les raisons radicales de la pauvreté multidimensionnelle en fournissant la protection sociale aux communautés aux catégories les plus nécessiteuses en combattant l'inégalité entre les couches de la société. Et ce sont en fait des propositions, des mêmes déclarations faites par Mme Nevin Al-Qabbaj lors de sa participation à la 59e
session de la Commission des Nations Unies pour le développement social, organisée sur le thème « Une protection sociale juste pour un développement durable, le rôle de la technologie numérique dans le développement social, le bien-être de tout le monde ». Donc, si je parle de ça, je parle à n'en plus finir. Mais je dis qu'il y a une partie du peuple égyptien qui a été marginalisée pour longtemps. Maintenant, non, elle est reconsidérée. Et avec le programme de solidarité, dignité, etc., on commence à les... Et lutter, on lutte contre la pauvreté multidimensionnelle. Manque d'emploi, manque d'enseignement, une bonne qualité d'enseignement, manque d'une bonne qualité de santé. Cette catégorie sont peut-être un peu âgés pour apprendre, pour être éduqués. Mais le gouvernement ne les a pas oubliés. Ça, c'est un bon pas. Parce que les Égyptiens, qu'ils soient âgés ou pas, ils doivent jouir de la même égalité. Ils doivent être égaux à propos du gouvernement, de comment le gouvernement regarde à ces gens. Et en même temps, il y a des aspirations de la part des jeunes. Absolument, certainement. Il y a tellement d'emplois qui se créent et tellement de projets, tellement d'initiatives des différentes banques, les banques centrales et autres, pour encourager les jeunes gens d'établir leurs propres travaux, leurs propres industries, etc., à la place où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de bouger pour aller faire ce qu'ils veulent dans des grandes villes ou dans des... C'est ce qu'on va savoir en fait à partir de ce prochain reportage qui va jeter plus de lumière sur la campagne égyptienne, la restructuration de la campagne égyptienne, le grand projet égyptien qui touche presque 55 millions de personnes ici en Égypte, c'est-à-dire presque la moitié, plus de la moitié du peuple égyptien. Le gouvernement lance un projet national très important sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi pour développer les villages égyptiens dans le cadre de l'initiative Vie décente, a dit le chef du gouvernement Mostafa Madbouli. Ces grands projets nationaux mis en œuvre par l'État égyptien ne le seront pas par coïncidence, mais nous avons appliqué dans ces projets nationaux la méthode scientifique que de nombreux pays en développement ont suivi, dont les conditions étaient similaires à celles de l'Égypte et qui ont réalisé un boom et un développement au cours des 4 dernières décennies, a-t-il expliqué. La vision de l'Égypte 2020-2030, qui a été élaborée après l'arrivée au pouvoir du président El-Sisi en 2014, a pour objectif d'assurer une bonne vie à tous les citoyens égyptiens dans les zones rurales et urbaines et avoir une forte économie basée sur la compétitivité, la diversité, la connaissance et la transition numérique, a poursuivi le chef du gouvernement. Dans le cadre de cette vision, un plan stratégique national de développement urbain en Égypte à l'horizon 2052 a été préparé sur toutes les nouvelles villes qui seront construites avec des réseaux routiers, les services publics, les chemins de fer, les ponts, les projets de pisciculture et la bonification des terres, a expliqué le Premier ministre. Madbouli a fait état de plus de 31 000 projets achevés ou en cours de construction et qui doivent être finalisés durant les 3 premières années, ajoutant que le coût de ces projets est de plus de 5,8 trillions de livres égyptiennes, dont 3 trillions dépensés jusqu'à présent. Durant 30 à 40 ans, l'État n'a pas agi suffisamment pour répondre aux besoins pressant dû à l'augmentation de la population, ce qui a abouti à la situation actuelle, a-t-il noté, soulignant que tous les partis doivent agir parallèlement et élaborer une vision future sur l'augmentation de la population. Aujourd'hui, nous avons 30 nouvelles villes en cours de construction ou qui seront construites durant les 3 ou 4 prochaines années pour des investissements
d'à peu près de 700 milliards de livres, a indiqué le Premier ministre. L'objectif de la construction de ces villes est d'accueillir une augmentation de la population de 30 millions de personnes au cours de la période à venir, selon le chef du gouvernement. Des investissements d'environ 1 trillion de livres égyptiennes ont été injectés dans le projet de logement, selon le chef du gouvernement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de construire 1 million d'unités de logement avant le début du projet de développement des villages égyptiens afin de mettre un terme aux constructions illégales sur les terres agricoles, selon le Premier ministre. ليه الدولة بتهدم المباني المخالفة؟ سؤال بيتردد من فترة وخصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وإيه هي المخالفات اللي يجب على الدولة هدمها؟ في البداية لازم نعرف إن البناء العشوائي غير المخطط والمخالف لقوانين البناء خطر شديد بيهدد بلدنا في الحاضر والمستقبل، وبيأثر على مستوى الخدمات اللي بتقدمها الدولة. علشان كده لازم Donc c'était auparavant un point faible dans la gestion de l'État égyptien en ce qui concerne les domaines socio-économiques, notamment dans les zones rurales. Aujourd'hui, non. Décentralisation. Ça, c'est le futur. On ne peut pas compter sur 3-4 villes avec 90% de la population concentrée là-bas, coincée là-bas, et puis le reste de la superficie vide. Il faut décentraliser, il faut créer, comme on vient de dire, des nouvelles communautés industrielles, agricoles, justement. On parlait l'autre jour d'un demi-million de fédans qui seront bonifiés sur la côte nord, et autres. Donc, encore une fois, ça, c'est la création de communautés pour justement offrir des travaux aux jeunes gens et qui va dans la direction d'une vie meilleure, d'une vie décente, comme l'initiative l'appelle. À cet égard, le président a donné des directives de majorer le produit local des entreprises et des usines égyptiennes dans le projet national de développement rural. Donc l'engagement... Absolument. Ouais. Industrie partout, emploi partout, travail partout. Et le gouvernement, il fournit tout ce qu'il faut sur le plan infrastructure, sur le plan énergie, route, etc., transport. Et puis, il aide les jeunes gens à établir leur propre travail. Et rendre les villageois ou les gens qui vivent dans les villages, comment on dit, l'autonomisation de ces villages, autonomes. Oui. Absolument. Et nous avons vu, l'Égypte était la première pionnière dans la cultivation du coton, par exemple. On a oublié ça. Maintenant, on recommence avec des rénovations, des nouvelles industries de filature et tissage. On va renouveler tout ce qu'il y a et établir des nouvelles pour que l'Égypte assume, encore une fois, la position qu'elle avait il y a 70 ans comme sur le sommet du monde à propos du coton et des produits à partir du coton. Donc on essaye même de reviver les anciens avantages qu'on a. Et en même temps, on essaye de tirer profit des avantages dont dispose chaque gouvernorat. Absolument. Ce sont tous des ressources, ce sont tous des atouts. On les avait
et on jouit bien avec ces atouts. Et puis ça, il y a la poussière qui a couvert. Alors c'est important de justement se débarrasser de cette poussière et de renouveler, comme vous avez dit. Je crois que le coronavirus a poussé les Égyptiens à redécouvrir leurs économies. Absolument, absolument. Juste un petit mot à propos du sujet que vous avez abordé. Très rapidement parce que... Non, oui. À propos de la croissance démographique. Ça, c'est un dossier qui demandait beaucoup de courage pour être abordé. On sait toujours que ce sujet c'est tangent avec la religion, mais maintenant, le président a décidé de foncer et de vraiment traiter ce dossier comme très, très, très urgent et important. J'espère bien qu'ils réussissent et que nous voyons que les taux de croissance diminuent et nous commençons à jouir un tout petit peu de récolter ce que justement on a fait les dernières années. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre explication. En fait, on a essayé, chers téléspectateurs, de présenter quelques petites scènes de ce qui se passe en Égypte. Chaque jour, on essaye de dire pourquoi les gens ne se révoltent pas contre l'État, parce qu'ils savent, ils observent, ils voient qu'est-ce que se passe sur le terrain, n'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs, pour votre attention. Bon suivi dans le programme Sénat International.